Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mesurer la performance. Parce que tout ce qui est métrique de temps de chargement, c'est un petit peu dépassé quand même. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Vincent, ça fait 8 ans que je fais des audits WebPerf, ça fait 6 ans que j'ai une formation sur la WebPerf, et ça fait 18 ans que je fais du développement et un peu d'architecture, surtout côté client. J'ai également co-organisé, je co-organise toujours d'ailleurs, les meet-up WebPerf parisiens et j'ai organisé la conférence Wheel of Speed, c'est en 2018. Donc, quand on veut mesurer, pourquoi est-ce qu'on veut mesurer la web performance? C'est en fait pour mesurer l'expérience utilisateur. Et idéalement, pour mesurer l'expérience utilisateur, c'est-à-dire ce que ressent l'utilisateur, eh ben, il faudrait peut-être scanner son visage pour voir ses émotions, lire les impulsions électriques dans son cerveau, pour mesurer son niveau de stress. Voilà. Tout ça, il y a des gens qui l'ont vraiment fait, hein. Si vous cherchez les études Radware à partir de 2013, vous allez voir qu'en laboratoire, effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut faire pour savoir ce que ressent l'utilisateur quand il est en train d'attendre de votre page, devant votre page. Mais évidemment, nous, on n'a pas ça. Nous, on a des sites, on n'a pas des conditions de laboratoire. Donc il faut qu'on transpose toutes ces émotions en chiffres. Une bonne mesure pour nous, ça va être une mesure qui doit être pratique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la récupérer chez l'utilisateur. Il faut que ce soit un chiffre à la fin, parce que du coup, on va pouvoir faire des graphes dessus, observer des régressions, et on va pouvoir communiquer dessus. Il faut également qu'elle soit compréhensible par votre N+3, votre N+10, que vous n'ayez pas à réexpliquer à chaque fois la mesure et pourquoi vous la faites. Et évidemment, il faut qu'elle soit utile, hein. Il faut qu'elle soit proche de l'expérience utilisateur et il faut que elle représente un petit peu ce que votre business, donc là où rentre l'argent dans votre site. Donc du coup, on essaie de transformer des émotions en chiffres. Donc on va faire beaucoup d'approximations. Et la première grosse approximation qu'on a eue, c'est le temps de chargement. En l'an 2000, on avait que ça de toute façon. Et même à l'époque, ça marchait pas déjà toujours. Si par exemple vous prenez le site d'Apple le 9 octobre 2000, qui était un site lourd hein, pour l'époque, hein, il faisait 150 kg, donc à charger ça sur un 56K, il y en avait quand même pour plus de 30 secondes. Et ben pendant ces 30, en fait, vous n'aviez pas besoin d'attendre 30 secondes de temps de chargement. Vous pouviez déjà cliquer par exemple sur le menu pour commencer à vous déplacer. Euh, donc c'est déjà à l'époque, c'était une mesure qui ne marchait que moyennement. Aujourd'hui, c'est encore pire. Là, par exemple, sur ce site moderne, donc c'est auféminin.com, c'est un journal, on arrive à afficher, comme vous voyez en haut, en 3 secondes, un titre d'article et la photo, alors que le temps de chargement, lui, est à 8 secondes et demie, 5 secondes plus tard. Et après le temps de chargement, ben, il se passe encore des choses sur le réseau. Il y a encore des choses qui sont en train d'être téléchargées. Il y a toute la pub qui continue. Il y a les trackers qui envoient des informations dans tous les sens. Donc le temps de chargement, il ne mesure plus rien aujourd'hui. Pourtant, vous allez me dire, il y a beaucoup d'études qui justement ont lié le temps de chargement au taux de rebond, ce genre de choses. Donc là, je vous ai mis la plus connue, celle de double-clic. Donc quand vous allez voir ces études, en fait, vous vous rendez compte que des fois, le temps de chargement, c'est pas exactement ce qu'ils ont mesuré. Euh, ce que je dis, c'est que oui, il y a une corrélation entre le temps de chargement et l'expérience utilisateur, mais le temps de chargement est franchement pas précis. Ça ne dit pas ce que voit l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a en face de lui, les pixels. Donc on va aller voir les métriques tout à l'heure qui font ça. Ça ne nous dit pas si ce qu'il a en face de lui est utile. Est-ce qu'il peut cliquer est-ce qu'il peut utiliser le formulaire, par exemple. Et ça ne nous dit pas si l'interface est fluide. Est-ce qu'au moment où il veut scroller, est-ce qu'au moment où il veut cliquer, est-ce que l'interface est réactive tout de suite. Donc, le temps de chargement, il est temps de l'abandonner et il est temps de passer à des métriques plus modernes et plus représentatives. Et les premières métriques qui sont sorties, c'était des métriques visuelles. On mesurait les pixels, le moment où les pixels apparaissaient à l'écran. La toute première, c'était le First Paint, extrêmement utile, toujours aujourd'hui d'ailleurs, toujours vital. Donc c'est vraiment le moment où le premier pixel non blanc apparaît à l'écran. Là, plus récemment, est apparu également le First Contentful Paint, qui est en fait le premier pixel non blanc qui appartient à une image ou à un texte. Tout à l'heure, je vais aussi parler du First Meaningful Paint, qui essaye de mesurer encore autre chose.
mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc le Paint, enfin les deux Paint. Il vous faut des outils externes pour le mesurer, comme WebPageTest, comme Lighthouse en gratuit. Mais vous pouvez également, depuis quelques années, le récupérer directement en JavaScript, donc dans le navigateur. Donc il y a MS First Paint pour le Microsoft, et Get and Trace by Type Paint, donc ça vous allez récupérer plusieurs paints en fonction du navigateur pour les autres plateformes. Notez que le First Contentful Paint, donc le FCP, c'est aussi celui qui apparaît dans PageSpeed Tools Insights. Donc ce sont des données qui sont récupérées par les utilisateurs de Chrome sur votre site et également sur les sites des concurrents, ça permet toujours de se comparer un peu. Et donc voilà, donc c'est récupéré avec ces API navigateurs. Donc le First Paint pour moi c'est une métrique qui est vraiment vitale puisque c'est la première réponse que vous donnez à votre utilisateur. Donc c'est vraiment important de l'avoir. Vous pouvez la récupérer donc côté utilisateur, c'est-à-dire en Real User Monitoring, et en synthétique, c'est-à-dire avec les outils que WebPageTest, Lighthouse et d'autres. Par contre, ça ne représente que la première étape. C'est pas parce que vous affichez un pixel que vous avez gagné. Et il y a un petit défaut quand on mesure en JavaScript, en fait, quand le navigateur vous dit qu'il essaye d'afficher la page, enfin les premiers pixels en une seconde, dans certains cas, ça marche pas. Si par exemple, vous avez un test AB en production, vous savez que les tests AB en fait bloquent l'affichage volontairement, et bien du coup, le chiffre que va vous donner le navigateur ne sera pas le bon, puisque le test AB, lui, va retarder encore un petit peu l'affichage. Donc pour ça, il faudra plutôt utiliser un logiciel externe qui lui mesure vraiment cet effet-là. Autre métrique visuelle très importante, donc après le First Paint, on a le Spin Index qui a été inventé en 2012 par WebPageTest, qui est d'abord sorti sur WebPageTest. Alors, je vous ai mis la formule. En gros, c'est une addition de pourcentage de pixels multiplié par le nombre de secondes pendant lesquelles ces pixels sont affichés. En fait, ce qu'on essaie de mesurer, c'est la vitesse de remplissage. Un écran, ça se remplit pas de manière régulière, sinon on aurait pu utiliser par exemple le nombre de pixels à la seconde, hein, comme on le ferait pour un liquide. Mais un écran, ça va se charger plutôt par bloc. Donc le principe du Spin Index, c'est on prend des screenshots, enfin on prend une vidéo en fait, on a une image finale de référence, donc à la fin la page ressemble à ça. On a toutes les étapes intermédiaires, et pour chaque étape intermédiaire, on va aller regarder tous les pixels non blancs qui correspondent aux pixels de l'image finale de référence. Donc par exemple, ce screenshot, 63% des pixels sont présents à la fin, et ensuite on applique la petite formule de calcul, donc c'est 1 moins 0,63 multiplié par le nombre de millisecondes, et ça va nous donner un chiffre, en l'occurrence 185. On va additionner ce chiffre évidemment à tous les autres, et donc ça va nous donner un chiffre qui généralement avoisine plusieurs milliers. Si ça a l'air un petit peu abstrait, pour vous situer, en France, si vous regardez le top 40 des sites les plus visités sur mobile, qui est un classement édité par le Journal du Net, la médiane est plutôt à 6300. Et si vous regardez HTTP Archive, qui est un projet qui mesure beaucoup plus de sites, plusieurs milliers de sites sur mobile en France, on est aux alentours de 8000. Voilà. Alors, l'objectif officiel de Google pour ses marques à lui, hein, c'est 1000. Donc 1000, ça correspondrait à afficher 100% des pixels finaux en une seconde. Voilà, je suis pas sûr que toutes les properties de Google y arrivent, hein, dédicace à Gmail. Mais voilà, donc c'est leur objectif officiel. Alors, est-ce qu'on peut critiquer le Spin Index? Oui, parce qu'il a des limites. De toute façon, toutes les métriques que je vais vous donner sont pas mauvaises, elles sont toutes plutôt bonnes, elles ont toutes des limites. Donc, qu'est-ce qui se passe quand donc, j'ai déjà eu effectivement le cas d'un client pour qui on venait d'optimiser le site, et pourtant, de temps en temps, le Spin Index dépassait les 9000, donc c'était absolument énorme. Donc, effectivement, chez ce client, si vous voyez en haut à gauche, à la deuxième seconde, on arrivait à afficher plutôt bien le site, on avait l'image de l'article, on avait le texte de l'article, on avait un menu qui était fonctionnel, on avait tout ça, et pourtant on avait un spin index à 9000. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une publicité qui s'est dépliée, qui a poussé l'article,
et qui a joué une vidéo pendant 10 secondes. Et du coup, effectivement, pendant ce temps-là, le spin index continue de s'additionner et donc on obtient des temps de folie. Et donc, il n'y a pas que pour les publicités que ça pose problème. En fait, le spin index, lui, il est gêné par évidemment les vidéos et les pubs, mais aussi toutes les pop-in, par exemple, de consentement aux cookies qui arrivent un petit peu plus tard. Si vous avez un carrousel en autorotation sur la homepage, voilà, tout ce qui arrive un peu tard, en fait, ça va vous exploser le spin index, parfois de manière légitime et parfois non. Donc le spin index, c'est quand même une bonne mesure, on est souvent très très proche de ce que voit l'utilisateur, et ça vous permet notamment de comparer de manière générique plusieurs pages qui n'ont rien à voir entre elles, plusieurs devices, hein, la même page en desktop ou en mobile, et ça va vous permettre de vous comparer aux concurrents. L'algorithme, il est open source, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que dans Webpage Test que ça marche, ça va aussi marcher dans des logiciels du marché, hein, SpeedCurve, Dairboost. Tout cela, ils ont réimplémenté le Spin Index. Côté négatif, ben, c'est un chiffre qui est un petit peu abstrait, donc ça veut dire qu'il faut quand même l'expliquer en interne avant de vraiment l'utiliser. Et on a vu que c'était sensible à tous les pixels qui bougent. Donc il y a certains designs pour lesquels le spin index n'est pas du tout représentatif. Ou en tout cas, quand vous le monitorez, il y a beaucoup de variations. Ok, donc ça c'était les pixels. Maintenant, une fois qu'on commence à afficher des choses, est-ce que ces pixels servent à quelque chose? Est-ce que la page est utilisable? En gros, alors aujourd'hui, très peu de gens font des développements de manière progressive. Donc, la plupart des fonctionnalités des pages dépendent de JavaScript. Du coup, on a deux petites métriques, donc le DOM Content Loaded et le First Meaningful Paint, qui vont essayer de mesurer, de manière un peu générique, quand est-ce que la page a été rendue utilisable par les scripts. Si par exemple vous prenez cette page, donc on a réussi à afficher plutôt bien la page, mais vous voyez que là, on a encore le petit spinner sur le formulaire à gauche. Pourquoi? Parce que ce formulaire est écrit attend un événement qui s'appelle le DOM Content Loaded. Cet événement, en fait, que le dev jQuery le savent ou non, en fait, c'est celui qu'ils utilisent quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce que, bah, un, c'est vrai qu'il est pratique, et deux, il est partout dans la doc. Donc effectivement, pourquoi s'embêter? Donc généralement, il n'y a rien qui a été fait en jQuery qui n'est cliquable avant. Donc par exemple, là ça se voit bien parce on a un petit loader, mais il faut savoir que le menu, par exemple, euh, n'est n'est pas, euh, n'est pas disponible, parce que jQuery ne s'est pas encore exécuté dessus. Et en l'occurrence, ce qui a retardé le DOM Content Loaded sur cette page-là, ce jour-là, c'était une régie publicitaire. Parce que même en asynchrone, elles peuvent retarder ce genre d'événement. Donc, effectivement, le DOM Content Loaded est facilement récupérable côté utilisateur, ou en synthétique d'ailleurs, c'est une métrique facile. Si vous voulez la récupérer en JavaScript, je vous conseille le DOM Content Loaded Event End, qui est donc le moment où tous les callbacks associés au DOM Content Loaded ont été exécutés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a choisi de vous afficher comme deuxième métrique PageSpeed Insights. Donc pareil, hein, ce sont toujours les utilisateurs de Chrome qui remontent cette métrique à Google. Donc ce qui est bien, c'est que si vous utilisez jQuery de manière basique, effectivement, ça va être représentatif. Ça marche sur tout le navigateur, vous pouvez le récupérer côté utilisateur ou avec tous les logiciels synthétiques. Par contre, bah, il y a des sites pour lesquels ça va être inutile. Soit parce que vous avez optimisé votre code et vous n'utilisez plus DOM Content Loaded, soit parce que vous êtes passé sur d'autres frameworks. Par exemple, si vous voulez être moderne et que vous êtes passé sur des frameworks bien au-dessus de jQuery, si par exemple vous avez tout refait en React, on va utiliser une autre mesure en fait pour essayer de savoir quand est-ce que React s'est vraiment déclenché et a réussi à afficher quelque chose. Et donc la proposition en ce moment, c'est le First Meaningful Paint. Le First Meaningful Paint essaye de capturer le moment où des frameworks comme React en fait calculent tout le front-end. Donc là, par exemple, ça serait non pas à gauche, où en fait c'est une des premières choses qu'on voit. Donc vous voyez, la page est presque complète à ce moment-là, on a même déjà des images. Mais ça, c'est du React qui a été rendu côté serveur. À droite, c'est la page complètement affichée, et en fait, le First Meaningful Paint,
il est au milieu, donc c'est le moment où React va calculer, non, enfin, va réhydrater la page et va calculer, va rendre le milieu interactif et il va il va aussi calculer les deux colonnes sur la gauche et la droite. Donc comment ça marche en fait? C'est le moment où le navigateur calcule le plus grand nombre de nouveaux layouts. Donc en fait, un layout, c'est un élément, hein, une div, n'importe quoi, et il faut lui donner une dimension. Donc ça, c'est une opération de layout. Donc c'est ce moment-là. Ils essayent de ne calculer que les layouts qui sont visibles dans le viewport. Et si jamais ce temps est très très rapide, au minimum, le temps, ça sera celui de l'arrivée de la première fonte. Alors, ce qui est critiquable là-dedans, c'est que si vous regardez en fait la documentation de manière précise, il a fait des approximations, c'est-à-dire que le développeur s'est dit, moi je veux pas ralentir Chrome pendant que je prends cette mesure. Donc la visibilité, par exemple, il va faire un certain nombre de suppositions. Il fait une espèce de calcul magique où il espère que que tous les éléments de la page ont à peu près la même taille pour savoir s'ils sont visibles ou pas. Voilà, donc c'est un peu approximatif. Vous pouvez le récupérer dans Chrome, c'est récupéré aussi par Lighthouse. Euh, voilà, donc First Meaningful Paint, ça marche plutôt bien pour les frameworks JS à effet Big Bang, c'est-à-dire quand ils affichent tout le côté client d'un seul coup. Ça va aussi marcher pour certains sites classiques, hein, pour certains sites qui utilisent très peu de JavaScript, où finalement bah, les layouts ils ont déjà été calculés côté serveur, donc le First Meaningful Paint sera très très bas et ça sera représentatif de ce que voit l'utilisateur, c'est-à-dire que tout est déjà cliquable. Donc oui, ça va marcher un peu sur ces deux sites. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est que bah, ça marche que dans Chrome, vous pouvez même pas y accéder en JavaScript. Donc il faut instrumenter Chrome avec un Lighthouse par exemple pour le récupérer. Le calcul, ben, si vous lisez la doc, clairement, il est magique. Il a fait beaucoup de suppositions. Donc du coup, il y a certains designs qui vont pas marcher. Euh, voilà. Et en plus, ça ne calcule que les layouts. Donc si jamais il y a une opération de repaint, c'est-à-dire le moment où le navigateur affiche vraiment ce que le navigateur vient de calculer en termes de dimension euh, de layout, et ben, vous allez avoir un petit peu de retard. Donc il ne va pas être très représentatif. Dans sa documentation, les tests qu'il a fait manuellement sur 200 pages, donc c'est pas un très gros échantillon, sont représentatifs dans environ 80% des cas. Voilà. Donc on a une métrique qui ne marche pas dans un cas sur 5. Donc ça peut être votre site. Ok, donc là on a mesuré les pixels, on a essayé de mesurer quand est-ce que JavaScript rendait l'interface vraiment disponible. Maintenant la question c'est est-ce que l'utilisateur au moment où il clique, au moment où il scrolle, est-ce que l'interface réagit rapidement? Idéalement, c'est encore le genre de mesure qu'on devrait faire en fait à la main, c'est-à-dire qu'on va prendre un profiler. Donc là par exemple j'ai pris le profiler JavaScript de Firefox plutôt que de celui de Chrome, hein, histoire de changer un peu. Euh, et effectivement on devrait aller voir quels sont les moments où ça rame, est-ce qu'on a le nombre de frames par seconde qui est bas ou pas. Ce genre de choses. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est, on a dit au début, ce qu'on veut, c'est une métrique qu'on puisse déployer automatiquement sur nos sites, qui soit mesurable constamment. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on regarde le processeur total consommé par le client pendant qu'on affiche la page? Est-ce qu'on compte le nombre de reflows, c'est-à-dire le nombre de calculs de layout qu'on fait? Est-ce qu'on compte les long tasks? Alors, long task, c'est un standard qui pose en fait une limite à 50 millisecondes pour un script pour s'exécuter. Donc une tâche qui bloque l'interface principale enfin le thread principal pendant plus de 50 millisecondes, ça s'appelle une long task. Donc voilà, on pourrait regarder le framerate, donc le nombre de frames à la seconde. Voilà, donc toutes ces mesures, elles existent, on peut les récupérer, mais c'est vrai elles sont pas forcément très claires. Donc là, on a trois propositions pour essayer de mesurer ça. On a le First CPU Idle, qui avant s'appelait First Interactive. On a le Time to Interactive, qui est peut-être plus célèbre, mais qui avant s'appelait Consistently Interactive. Et on a le First Input Delay, auquel je crois beaucoup plus, mais bah, on va en parler, c'est un petit peu compliqué à récupérer. Donc le First CPU Idle. Donc imaginez que vous ayez chargé la page, et quand vous regardez en fait l'occupation CPU, donc ici elle est représentée avec des barres violettes ou jaunes, donc là c'est un screenshot de WebPageTest, hein.
vous voyez qu'il y a des plages effectivement où le CPU est à 100%, et des fois où il est plus calme. Donc ce que cherche le First CPU Idle, en fait, c'est une période de 5 secondes de CPU calme. Calme, ça veut dire aucune tâche JavaScript qui dure plus de 50 millisecondes. Et le First CPU Idle, c'est le moment où cette plage de 5 secondes existe. Et si jamais votre page est très très calme, il y a une limite minimale qui est le First Contentful Paint. Donc votre First CPU Idle ne peut pas être en dessous du First Contentful Paint. Donc voilà, donc cette mesure, elle est pas trop mal. Il y en a une autre qui est plus connue, qui est le Time to Interactive. Alors le principe, c'est qu'on a toujours notre période de 5 secondes de CPU calme, mais on va rajouter un deuxième critère. C'est une période pendant laquelle le réseau est également calme. Le réseau, donc, alors une période réseau calme, en fait, ça veut dire pas plus de 2 requêtes en simultané qui sont en cours sur le réseau. Et donc, du coup, on dit que si vous avez des time interactives très très longs sur vos pages, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup de trackers qui sont encore en cours, vous avez beaucoup de requêtes réseau qui sont en train d'arriver, et donc du coup ça va retarder votre time to interactive, même si vous avez un CPU qui est plutôt calme. Voilà, les valeurs minimales du time to interactive, c'est le first meaningful paint dont on a parlé tout à l'heure, ou le DOM content loaded, donc le plus haut des deux. Donc ce qui est positif avec les valeurs de time to interactive et first CPU idle, c'est que d'abord on prend enfin en compte l'utilisation du CPU, c'est peut-être une des premières métriques qui commence à bien marcher, qui prend en compte le CPU. C'est couplé avec des métriques visuelles, c'est-à-dire que vous pouvez pas descendre en dessous du first contentful paint ou du first meaningful paint, ou du DOM content loaded selon la mesure. Et en plus ça prend en compte l'activité réseau. Par contre, pour l'instant, ça ne marche que sur Chrome. Vous ne pouvez pas y accéder en JavaScript, donc vous n'avez pas de real user monitoring disponible là-dessus. Les limites, ben, vous avez vu qu'elles sont arbitraires, hein, c'est-à-dire c'est 5 secondes, c'est des tâches de 50 millisecondes, c'est 2 requêtes à la fois. Voilà, donc si ça ne correspond pas à votre cas, et ben, c'est pas une bonne métrique pour vous. Et ça bouge encore. Là j'enregistre en octobre 2018. Là, en juillet 2018, les définitions ont encore changé. Et on a déjà les définitions ont changé. Le nom des métriques vient de changer pour s'adapter. Et on a déjà du coup des différences d'implémentation entre Lighthouse et WebPageTest, alors que ce sont deux équipes qui toutes les deux travaillaient pour Google Chrome. Voilà. Une autre métrique à laquelle je crois déjà plus, c'est le First Input Delay. Donc lui, c'est relativement simple. Donc c'est le nombre de millisecondes entre le moment où l'utilisateur clique ou scroll, ou fait un touch, et le moment où le premier callback est appelé. Donc ça s'appelle First Input Delay, on dit feed. Donc si l'utilisateur clique pendant là par exemple à gauche, pendant que le CPU de son navigateur travaille à fond, et ben on va avoir un first input delay de plusieurs dizaines de millisecondes. Donc si on dépasse, on considère que si on dépasse 50 millisecondes, c'est trop. Euh, mais on peut imaginer effectivement que vous ayez des temps de 50, 100, 200, 300 millisecondes selon la taille de la tâche qui est en train d'être exécutée, qui va retarder la réaction au clic. Et s'il clique au bon moment, et ben, tant mieux pour lui, c'est réactif. Voilà. Donc la difficulté, du coup, vous la voyez arriver, c'est que en fait, il y a un côté très aléatoire. Donc le First Input Delay, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très très proche de l'expérience utilisateur. On mesure vraiment le moment où l'utilisateur clique et on compte les millisecondes à partir de là. Donc on ne peut pas être plus proche que ça de l'expérience utilisateur. Et bah, ça marche déjà sur tous les navigateurs puisqu'on ne fait jamais que écouter des clics et mesurer les temps. Donc ça, n'importe quel navigateur est capable de le faire. Par contre, ben, du coup, c'est une mesure qui, par définition, ne marche que en Real User Monitoring. Vous ne pouvez faire ça que dans vos pages. En théorie, des outils de mesure synthétique ne peuvent pas vous le récupérer. D'ailleurs, WebPageTest ou Lighthouse vous font des estimations. Ils font des moyennes, en fait. Donc c'est un petit peu... voilà, c'est pas forcément... c'est pas très signifiant.
Et quand vous utilisez cette métrique, en fait, donc vous allez la récupérer côté utilisateur et vous allez avoir une énorme volatilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, à cause du côté aléatoire, il y a beaucoup de gens qui vont avoir 10, 20, 30 millisecondes de latence. Et vous allez en avoir d'autres. Il va falloir aller chercher loin dans les centiles. Vous allez chercher, la médiane ne va même pas vous intéresser, par exemple. Vous allez chercher le 80e centile, le 90e centile et encore plus loin pour aller chercher les gens qui mettent 100, 200, 300, 400 millisecondes avant que l'interface ne réagisse. Donc statistiquement, c'est un peu plus compliqué à exploiter, mais ça se fait. Ok, là on a vu plein de mesures génériques, et toutes, d'ailleurs la moitié des mesures génériques que je vous ai présentées là, elles ont été écrites ces 3 dernières années par les ingénieurs de chez Google. Est-ce que si vous voulez mesurer l'expérience utilisateur chez vous, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire mieux que Google? Eh ben oui, pour moi, il y a les custom metrics. Là, tout ce qu'on vient de voir, là, spin index, etc., tout ça, ce sont des mesures qui sont génériques. Elles ont été créées, la plupart ont été créées et sont utilisées par l'équipe de Chrome. Et Chrome, en fait, l'utilise quand eux, ils sortent une nouvelle version. Ils vont tester le premier million de sites du web et ils vont vérifier que leur nouveau navigateur n'est pas moins rapide sur toutes ces métriques-là par rapport à l'ancien. Donc Chrome l'utilise pour mesurer le web, ils ne l'utilisent pas pour mesurer votre site spécifiquement. Ça veut dire que pour eux, une métrique qui marche dans 80% des cas, bah, statistiquement, ça leur suffit largement. Ils n'ont pas besoin de plus. Mais vous avez un site qui est particulier. Si par exemple vous êtes un journal, ce que vous voulez mesurer, c'est quand est-ce que l'utilisateur voit l'article, quand est-ce que quand est-ce que vous êtes capable d'afficher une publicité à l'utilisateur. Si vous appelez YouTube, ben, peut-être que ce qui compte, c'est le moment où la première frame vidéo apparaît. Si vous faites du voyage, ben, la seule chose qui compte dans toute l'interface, c'est le moment où le formulaire de recherche est cliquable. Si on compare un peu, par exemple, sur ce déroulé sur la page de Celio, on va avoir en haut les mesures génériques. Donc là, par exemple, on va avoir un First Paint et un First Contentful Paint à 2 secondes. Donc effectivement, on voit une petite barre grise. Donc effectivement, les premiers pixels sont apparus. Et le First Contentful Paint, en fait, c'est parce qu'il y a une image qui est cachée dans un menu qui a déjà été téléchargée. Donc effectivement, c'est le moment où ces métriques se déclenchent. Maintenant, vous, ce qui va peut-être vous intéresser, c'est plutôt de savoir quand est-ce que le logo est affiché. Euh, donc là, on serait plutôt à 2 secondes et demie, par exemple. Sur cette page, vous allez avoir un speed index de 4780, donc c'est bien. Effectivement, on voit que entre la 4e et la 5e seconde, on a réussi à afficher tous les pixels de la page. Donc c'est bien à savoir. Maintenant, vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus précis, vous pouvez savoir quand est-ce que la première image que vous mettez en avant a été affichée. Et puis il y a des choses qui ne sont pas visuelles, par exemple. Quand est-ce que les trackers repartent. Donc ça, ce sont des requêtes réseau. Imaginez, vous êtes un journal. Effectivement, c'est une mesure qui est importante parce que il faut savoir que les journaux, ils ont une partie de leur subvention arrive parce qu'ils font beaucoup de pages vues ou pas. Donc ce sont les subventions de l'État. Et ben ça, effectivement, donc c'est quelque chose qu'il faut mesurer. Et donc vous ne pouvez pas utiliser des métriques génériques pour le faire. Il faut aller le mesurer à la main dans requête HTTP, aller voir les requêtes HTTP à la main. Donc là, on a un first meaningful paint plutôt bas, on est à 3 secondes, parce qu'effectivement, on a un site classique qui est exécuté principalement côté serveur. On a un DOM Content Loaded End qui se trouve à 5 secondes. Il se trouve que la navigation est écrite en jQuery, donc ça correspond au DOM Content Loaded également. Mais par exemple, le moteur de recherche qui lui va faire des requêtes AJAX supplémentaires pour se peupler, pour récupérer des données, et ben en fait, il arrive un petit peu plus tard. Donc le First Meaningful Paint ne veut absolument rien dire. Le DOM Content Loaded, il est par rapport au moteur de recherche, il est un peu tard. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu le match entre les métriques génériques qu'on vient de voir qui marchent souvent, mais pas forcément tout le temps, et les custom metrics qui sont beaucoup plus précises et qui correspondent à votre business. Comment est-ce que vous pouvez les récupérer? Donc c'est juste du JavaScript. Vous allez aller dans votre code et marquer ces mesures. Et vous pouvez utiliser un standard qui s'appelle User Timing, qui va vous permettre de marquer ces temps-là. Par exemple, au chargement de mon image la plus importante, je vais exécuter performance.mark avec un texte, hero image ici.
Et comme c'est un standard, il y a des logiciels externes qui vont pouvoir vous le récupérer. Par exemple, WebPageTest, il va vous mettre des petites barres violettes à l'endroit où vos custom metrics apparaissent. Mais d'autres logiciels, comme même du marché, hein, comme Dareboost, vont également vous le récupérer. Si vous avez quelque chose de plus compliqué que juste le moment où les choses se déclenchent, par exemple, vous avez besoin de savoir quand est-ce que la pub est arrivée, quand est-ce que votre fonte, si vous avez un site qui dépend, si le texte n'est pas lisible tant que la fonte n'est pas là, alors vous devez savoir quand est-ce que le texte est lisible. Pour savoir quand est-ce que le texte est lisible, vous êtes obligé d'aller regarder les requêtes HTTP. Et donc pour ça, vous avez aussi un standard qui est performance.getEntries qui va vous donner toutes les requêtes HTTP et tous les temps. Et vous avez un callback, un performance observer qui vous permet de déterminer des callbacks pour savoir quand est-ce que de nouvelles choses arrivent dans la timeline HTTP. Une fois que vous avez ça côté JavaScript, donc côté client, vous pouvez vous envoyer ça, donc soit c'est récupéré automatiquement par des outils comme WebPageTest, soit vous avez un outil de Real User Monitoring, alors le moins cher que vous ayez, ce serait Google Analytics par exemple, mais il y en a d'autres, hein. Et du coup, vous allez pouvoir surveiller ces temps chez vos utilisateurs. Donc, je ne saurais trop vous conseiller d'investir sur les métriques custom. Ce sont des métriques que vous écrivez vous-même, elles sont proches de votre métier. Si elles sont proches de votre métier, ça veut dire que vous les comprenez et toute votre hiérarchie, les commerciaux, les autres départements, le marketing, tout, ils vont comprendre ce que ça veut dire qu'afficher une image ou même un tracker qui repart. Donc en termes de communication interne, on est vraiment bien. Ça va marcher sur toutes les plateformes modernes, hein, mobile, desktop, pas de problème. Et vous pouvez le récupérer côté client, chez vos vrais utilisateurs, ou bien de manière synthétique, avec des logiciels externes grâce au standard. Après, ça veut aussi dire qu'il faut écrire du code. Voilà, c'est le gros point négatif, c'est que ça veut dire que vous devez écrire du code, vous devez réfléchir à ce que signifie chaque métrique. Et vous devez maintenir ce code. Si par exemple, vous mesurez le moment où la première grande image est chargée, mais que en vrai, cette image, elle est toujours pas affichée parce qu'en fait, c'est un JavaScript qui la révèle. Par exemple, si vous avez un slideshow, et bah, ça veut dire que vous mesurez quelque chose qui n'est pas vrai. Donc effectivement, il faut écrire du code et du code qui est signifiant. Voilà, c'est le seul gros point. Et évidemment, du coup, comme ce n'est plus une mesure générique, vous ne pouvez plus vous comparer aux concurrents ou comparer des pages entre elles. En conclusion, investissez sur les custom metrics, c'est vraiment bien. Il n'y aura pas plus proche de ce que peut faire votre business. Et les mesures génériques, donc je les ai critiquées, en fait j'ai juste donné leurs limites, donc elles sont bien quand même, hein. La plupart du temps elles sont bien, mais avant d'en utiliser une, vérifiez qu'elle veut dire quelque chose sur votre site à vous. C'est important. Quelques recommandations pour partir, et je vous laisse là-dessus. Si vous devez mesurer des choses, première des choses, ça va être le time to first byte. Alors ça, je vous en ai pas parlé, mais en gros, c'est le temps de réponse côté serveur. Donc c'est votre serveur qui répond. Donc ça, vous pouvez y accéder avec vos log serveurs, hein, c'est encore ce qu'il y a de mieux, ou aussi en real user monitoring. Le first main, donc le moment où on arrive à envoyer le premier pixel à l'utilisateur, celui-là, il est important pour l'utilisateur. Le spin index, s'il est significatif pour votre page. Si vous n'avez pas une page qui bouge trop, le spin index, ça vous aide vraiment à savoir si vous la remplissez rapidement ou pas. Les custom metrics, vous n'aurez pas mieux. Et après, ben, il faut vous mettre une mesure côté fluidité de l'interface. Donc idéalement, si vous avez une solution de Real User Monitoring, ce sont des solutions qui coûtent cher, hein, on parle de plusieurs milliers d'euros par mois. Donc idéalement, vous devriez au moins surveiller le First Input Delay. Et si vous n'avez pas le budget pour vous avoir du Real User Monitoring, il faut que vous trouviez une mesure de charge processeur que vous puissiez récupérer. Donc on avait parlé du Time to Interactive, du First CPU Idle plutôt, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt.